Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Use the floor. I think you use the floor. Le président, vous avez la parole. Sens, Monsieur le témoin, Olivier Le Zoulou faisait partie de quel groupe? Il était d'abord au GPP. Et pour les raisons de mécontentement que j'évoquais tantôt, il avait créé la FLP, Force de libération du peuple. Je vais l'appeler par son surnom. Olivier Le Zoulou. Magui Le Tocard faisait partie de quel groupe? Il était de l'UPLTCI et des nouvelles forces appartenant à M. Eugène Joué. Mao Gloffier. C'était le mouvement d'autodéfense de l'Ouest. Rappelez-vous de l'acronyme? FLGO? FLGO, oui, merci. FLGO que vous avez mentionné déjà précédemment de toute façon. Force de libération du Grand Ouest. Rita JJ, ou aussi connue sous le nom de Rita Marley. Quel groupe? GPP. Très bien. Maintenant, j'aimerais que vous, toujours dans le cadre de novembre 2004, que fait M. Blégoudet durant cette période à votre connaissance? On est en 2004. Et sinon? Novembre 2004, et plus Oui. précisément dans les suites de cette opération Dignité et de la destruction de l'aviation française. À votre connaissance, comment réagit M. Blégoudet? Que fait-il? En 2004, selon mes notes, Blégoudet s'était désolidarisé de toutes les réunions préparatoires et d'exécution de l'opération Dignité, sous le prétexte que lui, il a sa ligne de conduite qui est que les gens disaient ça, que lui il est dans la lignée de Martin Luther King. En fait, il y avait ça. Ceux qui voulaient lutter comme Martin Luther King et ceux qui étaient en train de lutter comme Michael X. C'est comme ça dans le milieu. Et donc, c'est comme s'il s'était désolidarisé de l'organisation de l'opération Dignité. Et lorsque l'opération a eu lieu, je ne sais pas par quel, soit c'est mes informateurs qui m'ont trompé, mais je ne sais pas par quel extraordinaire c'est Blégoudet qu'on a vu à la télévision en train d'appeler, en train de dire que la flotte ivoirienne a été détruite. Et que dit-il? Vous rappelez-vous son discours à la télé à ce moment-là? Blégoudet a fait beaucoup d'apparitions à la télévision. Mais pour ce qui est de l'opération Dignité, je ne me rappelle pas les propos de façon directe. Y a-t-il eu une mobilisation à votre connaissance à ce moment-là, en réaction au bombardement de l'aviation ivoirienne? Une extraordinaire mobilisation. J'ai vu des
femmes. J'ai vu des jeunes. J'ai vu des personnes du troisième âge. J'ai vu beaucoup de gens dans la rue. Et où sont-ils allés? Je n'étais All pas of them. All of them. Tous. Tous? Vous voulez dire quoi? Le président, interrompant. Mais. Everybody. Où sont-ils allés tous? Tous, c'est tous. En français, tous, ça n'a pas de sens. Hein. Tous, c'est tout le monde. certains sont allés. Excusez-moi, j'ai mis un peu mes... Alors, on a eu la rumeur, je me rappelle, on a eu la rumeur comme quoi la résidence du président était attaquée. Et donc, beaucoup sont allés vers là-bas. Et d'autres aussi, ils sont juste sortis des trucs de protestation, ils sont même pas arrivés vers le plateau, ils sont rentrés. Très bien. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Il s'agit de la vidéo CIV OTP 0009 0342 de la minute 45 à 25 à 46-25. Il y a un transcrit et sa traduction. 0062 0712, ligne 71 à 101, et la traduction 0063-0920, ligne 74 à 107. Avant de présenter, Monsieur le Président, notre extrait est en français avec voice-over en français, en anglais, pardon. De comprendre certaines paroles, je vais relire pour les fins d'enregistrement certaines paroles par la suite. Just to clarify in English, there's a... Je le répète en anglais, il y a donc ce qu'on appelle un voice-over de français en anglais. Mais vous avez les transcriptions de toute façon. Et de toute façon, j'en donnerai lecture. Maître Chay. Madame, Monsieur le juge, en ce qui concerne l'opération Dignité, le témoin a dit qu'il ne se souvient pas des mots prononcés par Blé Goudet. Alors, on va lui montrer une vidéo où, justement, Blé Goudet aborde le sujet. Alors, je tiens juste à avertir les juges de la Chambre et mon contradicteur. J'imagine qu'on va au moins lui demander son opinion. Ou alors on va montrer la vidéo et ensuite la retirer. Mais en tout cas, si M. McDonald essaie d'obtenir certains mots dans la bouche du témoin, je soulèverai une objection. Le président, oui, de toute façon, je soulèverai l'objection moi-même aussi, avant vous, même le maître Chay, oui, enfin, je ne vois pas du tout où vous allez. Enfin, il a quand même dit qu'il ne se souvient pas des mots. Monsieur McDonald, je lis la transcription en français, le président, qu'il se souvient ou qu'il ne se souvient pas, c'est pas pertinent. Ils sont là. Ils sont sur la vidéo. Maître Chay, si tout ce que veut faire M. McDonald, c'est vous montrer la vidéo, pas de problème. Le président, écoutez, on va déjà regarder la vidéo et puis on verra après pour ce qui est de la question. Allez-y. Ici? Évidemment tout, ok. And if we can have the floor. Et pour qu'il nous avoir la main, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français. Ça, je dis à la raison.
I don't ask you to go and attack unfortunate French, who are home and who have surely nothing to do with the situation. I now ask you, if you are sleeping, wake up. If you are eating, stop eating. Stand up now. Go and set free the airport of Ivory Coast. A question stands out to us at the point we are. Either we die in shame or in dignity. Brothers, are you ready to die in shame or in dignity? You said dignity? Everybody at the airport, everybody at the 43rd Bima. No more sleep, everyone in the streets. I call now to a popular resistance to set Ivory Coast free. We are not a district of Paris. Thank you. Les manifestants commencent à défiler. Alors, Monsieur le témoin, avant de vous poser la question, juste pour que le dossier soit clair, je vais lire, pour les fins de la transcription, ce que M. Bligoudet mentionne. Ce que je vous demande à présent, c'est si vous dormez, alors réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, alors arrêtez de manger. Relevez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Une question se pose pour nous à présent. Nous avons le choix entre mourir dans la honte ou avec dignité. Mes frères, êtes-vous prêts à mourir dans la honte ou la dignité? Tous à l'aéroport. Vous avez dit dignité? Tout le monde à l'aéroport. Tout le monde au 43e Bima. Plus personne ne dort. Que tout le monde descende dans la rue. J'en appelle à présent à la résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas un arrondissement de Paris. Oh, sorry. Monsieur le Président, c'était juste pour savoir si c'était une lecture littérale de la vidéo que nous venons de voir. Auquel cas, je ne vois pas ici, là où était écrit ce que M. Charles Bligoudet avait dit au début. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont rien à voir avec la crise. Je ne sais pas si c'était une reposition littérale ou bien si vous avez sauté cette partie, ce serait tant mieux, hein, mais préciser. Cette partie est dans le transcrit que vous avez, Monsieur le Président, l'ensemble est devant cette chambre, dans les pièces, et je vous soumets qu'évidemment l'entier doit être soumis. L'accusation, pour les fins de la question aux témoins, cite cette partie-là. Alors, il n'y a pas de jeu de cachette, et mes collègues auront l'occasion de revenir en interrogatoire du témoin. Donc, je ne vois pas l'utilité de l'objection à cette étape-ci.
Monsieur le témoin, pourriez-vous expliquer brièvement à la Chambre quelle a été la mobilisation en janvier 2006? Que s'est-il produit? Je comprends que vous étiez donc en Côte d'Ivoire. Oui, Vous oui, étiez à Abidjan. Il se passe quoi au juste? Le GTI estime que le mandat de l'Assemblée nationale prend fin. J'ai vu des groupes de mobilisation. Des groupes de mobilisation dans... Je sais pas si c'est le quartier où j'habite, c'est pas bon. Mais le quartier où je suis, j'ai vu beaucoup de groupes sortir avec des pancartes. Avec des pancartes, ils écrivaient parfois non non à l'assassinat des institutions, non à la décision de la France, non à la décision. Bon, voilà des pancartes, beaucoup de pancartes. J'ai vu aussi des groupes de jeunes qui sont allés à Cocody, par exemple, à la RTI. Ils annonçaient, ils faisaient aussi. Et je pense, si je ne m'abuse, c'est lors de ça, lors de cet événement-là, qu'on a vu Bleu Goudé avec un matelas. C'est ça? Je pense que cette image a fait un peu le tour du monde. Avec un matelas, il allait s'installer, il s'est couché. Je pense que c'était... Oula, devant le 43e dimanche, je pense. Vous savez, c'est des événements il y a quand même un peu longtemps. Il n'est pas trop rigueur si je dis n'importe quoi. Et donc, il a pris un matelas, il allait se coucher. Et puis, ses autres camarades de l'Alliance étaient autour de lui, bien entendu, avec d'autres groupes. Voilà la description sommaire que je peux faire. Sur la question du matelas, on peut y revenir, mais vous avez parlé de pourquoi s'en prend-on à la France à ce moment-là sur les pancartes? Pourquoi dénonce-t-on la France sur les pancartes? Pourquoi le mot France est indiqué sur les pancartes? Qu'est-ce qui est la France à voir là-dedans? Je n'ai pas... Monsieur le Président, on demande aux témoins d'interpréter ou de commenter ce qu'il a vu sur une pancarte. Mais ce n'est pas son rôle. On lui demande d'interpréter. Il n'est pas l'auteur de la pancarte. Vous l'avez fait remarquer hier. Il n'est pas l'auteur de la pancarte. Comment vous voulez qu'il donne ce pourquoi c'est écrit? Pourquoi? Et comment il fait pour le savoir? Because Did he's you, there, Your Honor. Mr. Monsieur McDonald, parce qu'il y était, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur le témoin, avez-vous parlé à quelqu'un qui avait ce type de pancarte avec ce genre de propos? Est-ce que vous avez demandé à cette personne, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez écrit cela sur cela? Et à tous ces aspects, je n'avais jamais fait mon travail. Je n'ai pas les pancartes, c'est des milliers. Je ne peux pas. En un mot, je ne me suis pas intéressé aux signes sur les pancartes. Dans le cadre, je vais reformuler, lors de vos discussions avec des personnes sur la liste, dans le cadre de la défense de la patrie, a-t-il été question de la France? Dans le cadre de la défense de la patrie, est-ce qu'il a été question de la France? Il a été fondamentalement question de la rébellion. Parce que la rébellion, c'était des acteurs de façon directe que les gens voyaient. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on appelait tout cela, c'est-à-dire un mouvement contre-insurrectionnel. C'est-à-dire qu'il y a une insurrection et puis il y a une contre-insurrection. Bon, pour la France, je ne peux pas dire que je n'ai jamais entendu un discours contre la France, mais ce que je sais, dans le cadre, en tout cas,
de ce mouvement-là, l'acteur premier était la rébellion. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à partir de 2007, on n'avait plus dans tout Abidjan, il n'y avait même plus de 4 parlements. Je vous explique. On y viendra. Okay. On y viendra. Parce que non, juste une minute sur ça, juste une minute. Et quand vous demandez aux jeunes, ils disent, mais notre raison d'être là, c'était la rébellion. Mais le chef de la rébellion est dans le gouvernement. Donc, pourquoi on va se... Donc c'est comme s'il y a une mise à mort des mouvements d'office. C'est ça qui a expliqué la fin des Agora et Parlement. Alors, on va y venir à la question de la caravane de la paix et cette période. Juillet, excusez-moi, juste une chose que je veux noter. Dernière question, vous dites que en ce mois de janvier 2006, les jeunes sont allés à la RTI à Cocody pour faire quoi? Dans l'île de protestants, il y a des lieux, il y a des symboles. Il y a des symboles, c'est le 43e bâtiment, c'est la RTI, c'est les rues. Donc, je ne sais pas précisément qu'ils sont allés faire à la RTI. En tout état de cause, ils n'ont pas fait de déclarations pendant qu'ils étaient dans les locaux de la RTI. Peut-être qu'ils avaient peur que la RTI soit attaquée, mais ça c'est moi qui fais cette interprétation. Voilà. Parce que je ne vois pas pourquoi. Donc, à votre connaissance, est-ce qu'ils sont limités à l'extérieur ou ils ont investi les locaux? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas eu cette précision parce que je n'étais pas du tout là. Je ne sais pas s'ils sont rentrés à l'intérieur ou s'ils étaient vraiment dehors. Projetons-nous maintenant en juillet 2006. Brièvement, la Chambre a déjà entendu des éléments de preuve. Toutefois, il y a certaines petites précisions que je vais obtenir de vous. Les audiences foraines. C'est quoi ça, les audiences foraines? En un mot, les audiences foraines, c'était de donner des papiers administratifs. On appelle ça extrait de naissance. Donner des papiers administratifs, des jugements supplétifs à ceux qui n'en ont jamais eu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit quelqu'un qui a 30, 40 ans, mais il n'a pas d'existence légale. C'est-à-dire, il n'a pas d'extrait de naissance, de jugement supplétif. Donc voilà l'objet de l'audience foraine. Et vous rappelez-vous comment ces audiences avaient été décrétées, dans quel contexte? Oui, un contexte tendu. Parce que si je me rappelle, il y a le premier ministre à l'époque, c'est Jean Kounambani, qui a été nommé après des discussions internationales, si je ne m'abuse. Et c'est lui, on lui a donné une feuille de route. Et dans cette feuille de route, figurait la question des audiences foraines qui devaient être déclenchées sur les inscriptions sur la liste électorale, ensuite jusqu'au vote. Donc, M. Kounambani était Premier ministre. Oui. Suite à des discussions, vous dites internationales? Oui, un accord international. D'accord. Comment réagit le président du FPI à ce moment-là? Le président du GFPI en ce moment était affilié. Le président, la dernière question n'a pas été interprétée parce que vous n'avez pas ménagé de temps d'arrêt. Le président du FPI, M. Afi N'Guessan, à votre connaissance, comment réagit-il?
je n'ai pas eu de déclaration directe de M. Afin-Guessan. Ce que je vais vous dire vient des gens avec qui j'ai discuté. Ils disent, avant de nous le voilà, dire, oui. 11, la plupart des responsables, 14, So there's a third-hand witness then. Alors là, c'est même pas un témoin de deuxième main, c'est un témoin de troisième main. Monsieur MacDonald, mais vous avez les éléments de preuve qui ont été indiqués et finalement, ce sera la fiabilité de tous les témoins qui sera évaluée par la Chambre. Le président, oui, mais je me contente de constater. Monsieur MacDonald, je comprends. allez-y. je peux continuer à émuler. Non, mais Ok. dites-nous. Oui, ce que j'ai eu avec eux comme échange, ils me disaient que cette question des audiences foraines était une question très sensible. Politiquement d'ailleurs, enfin, politiquement. Parce que vous comprenez que la question des audiences foraines implique directement la question des élections. Et que eux, ils estimaient qu'il n'y avait pas eu de consensus autour du mode, ils ont appelé ça mode d'opération ou un truc comme ça, il y a un terme. Il n'y avait pas eu de consensus autour des modalités, voilà, des modalités pratiques des audiences foraines. Et que eux, ils ont reçu pour mot d'ordre de faire arrêter les audiences foraines. Est-ce qu'ils vous ont mentionné de qui ils avaient reçu ce mot d'ordre d'arrêter les audiences foraines? Oui, ils disaient que c'est le président du FPI qui leur a dit ça. Sans que je ne n'interroge directement le président du FPI lui-même. Très bien. Maintenant, passons justement à la période de 2007. On est suite aux accords de Ouagadougou de mars. Et il y a éventuellement une caravane de la paix, n'est-ce pas, qui est mise sur pied. Je vais poser une question générale, je suis certain qu'il n'y aura pas d'objection. C'était quoi ça, une caravane de la paix? Là, Vous objectez pas, non? C'est pas trop général, ça va? It's an inside joke. Oh, c'est une petite blague en aparté, Monsieur le Président. Le Président, moi, je n'aime pas ce genre de boutade dans mon prétoire. Vous savez, il n'y a rien de drôle ici. Donc, Monsieur le témoin, vous pourriez répondre à la question qui vous a été posée? Témoin. vous avez dit, je ne rappelle plus la caravane de la paix, oui, voilà. La caravane de la paix était pratiquement des fêtes populaires. Des fêtes. Et en arrière-fond, il y avait un grand meeting animé par M. Charles Blégoudet. Comme l'indique son nom, caravane de la paix. La paix. Il faut accepter les accords de Ouagadougou. Il faut accepter que les acteurs de la rébellion fassent partie du gouvernement. Il faut accepter que des membres découlés de la rébellion, autrefois confinés à Boaké, puissent venir à Abidjan, dans la zone dite gouvernementale, pour vaquer à leurs occupations
En tout cas, la paix. Et donc, vous dites que maintenant, lorsque... Et là, M. Blégoudet était au devant de cette caravane, c'est ça? C'est lui qui en assumait le leadership, c'est bien cela? Oui, parfaitement. C'était la personnalité la plus vue. J'aimerais brièvement continuer sur ce sujet, mais juste une chose. Durant cette période, vous avez parlé donc de l'impact que ça a eu lieu sur les agoras. Il n'en reste que 4, selon vous. Je ne veux pas toucher ce point-là nécessairement, mais plutôt celui du GPP. À votre connaissance, dans le cadre des entretiens que vous avez tenus, et indiquez-nous qui, le GPP, durant cette période de paix de 2007, quel est l'impact de cette période sur le GPP? Mais le GPP disparaît de facto. Quand je dis de facto, c'est que les leaders me racontaient que ils n'avaient plus d'activité, comme les raisons d'être étaient la rébellion. Et donc, avec l'acceptation de la rébellion, ils estiment qu'ils n'ont plus raison d'être. À Abidjan, êtes-vous capable de nous indiquer dans quel quartier ou à quel endroit ils étaient situés durant cette période-là bien spécifique? Mais si j'ai dit qu'ils ont disparu du fait, ça veut dire qu'il n'y avait plus de lieu où on peut les identifier. Moi, je n'arrivais plus à les identifier. Alors, juste avant qu'ils disparaissent, dans ce cas-là, où se trouvaient-ils? Le seul lieu de rassemblement du GPP que j'ai vu à travers la presse, parce que je n'ai jamais été sur les lieux pour voir de visu le GPP, mais ce que je voyais à la presse, c'est qu'il y avait un groupe à Djamé, dans une école qu'on appelle Mamie Fete ou bien je ne sais plus. Est-ce que vous avez discuté avec les leaders de ces endroits où ils étaient cantonnés? J'ai discuté avec eux, mais en dehors de leur lieu de cantonnement en fait. Je les invitais, parfois c'est dans un petit restaurant, on mange, on est décontracté, et puis on parle. Très bien. Passons au 25 novembre 2010, 3 jours avant le dernier tour des élections. Je comprends qu'il y a un débat présidentiel, le premier, en Côte d'Ivoire, entre M. Ouattara et M. Laurent Gbagbo, qui est télévisé. Alors, première question, avez-vous assisté ou regardé à la télé ce débat? Oui, j'ai regardé le débat. No. Because the question... Alors, la question c'était... Oui, mais Monsieur Magnan, la question est, est-ce que vous avez regardé le débat? A-t-il été... Y a-t-il des mesures de sécurité qui ont été mentionnées par M. Gbagbo ce soir-là? That's leading. Ça, c'est une question directrice, s'il en fut. Ça, c'est vraiment une question directrice, Monsieur le Président. Le Président, oui. Est-ce qu'il y a un enregistrement ou une vidéo de ce débat, Monsieur Magnal? Oui, mais il ne figure pas, enfin, l'extrait vidéo ne figure pas sur notre liste.
Le président. Alors reformulé. Monsieur MacDonald, le témoin l'a regardé. Le jour du vote, Oui. le 28 novembre, cette journée-là, à quelle heure les gens devaient-ils rentrer dans leur maison? Ce jour-là, j'étais dans ma localité que j'ai identifiée. Et là-bas, le village. Donc, on est resté qu'à minuit, qu'à 1h du matin, jusqu'à 12h. Et dans le reste du pays, à votre connaissance, quelle était l'heure à laquelle les gens devaient rentrer à la maison? Again, it's a leading question. Maître Rocher, mais c'est à nouveau une question directrice. Le président, écoutez, je ne comprends pas. Monsieur McDonald, je peux poser la question. Le président, si vous me demandez quand est-ce que les gens rentrent chez eux en Italie, je n'en sais rien. Monsieur McDonald, eh bien, je vais poser la question. Leading question. Non. Maître Rocher, c'est une question directrice. Monsieur McDonald, il répondra peut-être par oui ou par non, et ensuite, je vais poser d'autres questions de suivi. Ce n'est pas c'est parce qu'il répond par oui ou par non qu'il s'agit d'une question directrice de facto. Ce n'est pas une question directrice. Je lui demande s'il y avait un couvre-feu. Je ne lui demande. Ensuite, je lui demandais comment il le savait. Voilà comment nous allons arriver à l'essentiel. Excusez-moi quand même. Mais comment est-ce que vous voulez que je lui pose une question alors, Maître Rocher? Je suis d'accord pour dire que toutes les questions pour lesquelles la réponse est oui ou non ne sont pas forcément des questions directrices, mais s'il s'agit d'un sujet polémique, là, ça devient une question directrice. Le président, oui, mais est-ce que cela peut être polémique si le fait qu'il y ait un couvre-feu ou non, c'est polémique, ça? Monsieur McDonald, voilà, moi j'ai envoyé un courriel, je n'ai obtenu aucune réponse de la part d'aucune des équipes de la défense, parce qu'il existe bel et bien un document qui le prouve. Il figure sur ma liste. Le président, oui, mais moi alors, voilà la question que j'aimerais vous poser. Pourquoi est-ce que vous ne présentez pas le document? Le président, en application du paragraphe 42, je présente une requête orale. Le président, mais pourquoi est-ce que nous devrions entendre de la part d'un témoin quelque chose qui correspond à un document officiel, probablement? Là, je suis quand même d'accord, je dois vous dire. Enfin, je comprends pas. Monsieur McDonald, est-ce que nous pourrions, Monsieur le Président, et je vais terminer avec ce thème aujourd'hui, avec cela aujourd'hui, est-ce que nous pouvons donc afficher Monsieur le greffier d'audience, Monsieur Roas, CIV OTP 0047 0069. Je vous prie. Monsieur le témoin, il va falloir se mettre sur Evidence 1. If we could just show the 2 pages very quickly. Est-ce que vous pourriez montrer rapidement les 2 pages? C'est un document public. Alors, monsieur le témoin, nous avons signé du 26 décembre 2010, instaurant un couvre-feu. Alors, ma question est la suivante. C'est adopté le 26. Vous rappelez-vous la première fois? Bon, premièrement, étiez-vous courant qu'il y avait un couvre-feu? Et si oui, quand est-ce la première fois que vous l'avez entendu parler? Couvre-feu.
Est-ce que vous pouvez le monter un peu? Je ne vois pas la date. Alors, le couvre-feu est adopté, monsieur, le 26 novembre 2010. Le 28 novembre 2010, c'est le jour du vote du second tour. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un couvre-feu le jour du vote? Oui, j'ai su qu'il y avait un couvre-feu. Mais je disais que là où je résidais, nous, on ne respectait pas le couvre-feu. Pardon, le couvre-feu. Et ma question est donc la suivante. Quand avez-vous entendu qu'il y avait couvre-feu? Quand avez-vous entendu ou su ou vu qu'il y avait un couvre-feu le jour du vote? C'est le jour on appelle ça du débat. Le jour même du débat. Et comment avez-vous appris ça le jour du débat au juste? Mais c'est le président, alors, qui a annoncé que pour le bon déroulement des opérations, je pense que je paraphrase un peu ses propos, pour le bon déroulement des opérations de vote, il décrétait un couvre-feu. Et à ce moment-là, vous rappelez-vous comment le candidat Ouattara a réagi? Je pense que lui ne militait pas pour un couvre-feu. Très bien. Alors, avec votre permission, Monsieur le Président, on soumet la pièce. Est-ce qu'il y a une objection? Qui ne dit mot consent? Alors, j'aimerais qu'elle soit soumise au dossier. Et, No, but there is no... Le président, non, mais Monsieur McDonald, sinon, je vais présenter une requête. Le président, non, mais c'est très bien, vous l'avez présenté. Et nous allons nous interrompre maintenant, parce que là, nous avons dépassé nous sommes en train de dépasser les 2 heures. Mais je me souviens juste que le bureau du procureur avait donné une estimation de 6 heures et 5h35 minutes ont déjà été utilisées. Donc j'espère que demain matin, en une demi-heure, vous aurez terminé. Et j'espère que nous serons arrivés en 2010. Donc vous pourrez ainsi en terminer et ce sera le tour de la défense. Donc à demain 9h. All rise.